J'ai eu honte ces derniers mois d'être en partie allemand, oui, et s'il vous plaît, ne vous méprenez pas. J'aime ce pays, je suis un patriote dans l'âme et j'adore vraiment vivre en Allemagne, mais j'ai eu tellement honte de nos politiciens. Cette soumission, cette hypocrisie, surtout en ce qui concerne Israël, l'Ukraine ou l'Iran, peu importe le problème qu'on prend là dehors, oui, il y a des centaines de milliers de personnes qui meurent quelque part de l'autre côté. Et les politiciens allemands disent simplement que la situation est très complexe et qu'elle ne peut pas être évaluée. Et je trouve que ce que nous vivons en ce moment, c'est une véritable faillite morale. Mais cela ne concerne pas seulement l'Allemagne, cela concerne tous les autres pays tout autant, cela concerne la France, cela concerne l'Italie et cela concerne surtout l'Amérique. Il faut s'imaginer qu'en Amérique, nous avons un président aussi corrompu qu'aucun président ne l'a jamais été auparavant, qui favorise sa propre famille d'une manière inimaginable à travers le népotisme, qui, pratiquement comme un roi soleil, a placé autour de lui des gens qui lui sont utiles. Il ne faut pas oublier qu'il a fondé une entreprise pendant la campagne électorale, World Liberty Financial. Un membre du conseil d'administration de cette entreprise est le fils de M. Witkow, qui le conseille pour le Moyen-Orient et la bande de Gaza. Son gendre Jared Kushner, normalement sans rôle en politique, uniquement parce qu'il est marié à la fille de Trump, il a le droit de participer à toutes sortes de réunions vraiment importantes concernant les guerres dans le monde. Et le père de Jared Kushner est également l'ambassadeur des États-Unis en France. Et en ce moment même, il crée une grande distraction avec sa dispute avec M. Macron. Donc il n'y a pas plus de népotisme que sous Trump. Et tous ces petits bonshommes qui disent oui autour de lui, ça donne tout aussi mal au cœur que tous ces lèche-bottes ici en Allemagne. Friedrich Merz réclame l'usage de vrais noms sur Internet et est largement applaudi. Oui, c'est aussi une étape claire pour empêcher davantage le développement de la critique. Parce que s'il n'est plus possible de naviguer anonymement sur Internet, alors bien sûr, toute critique peut immédiatement être attribuée à une personne. Et nous vivons à une époque où absolument tout sur nous est enregistré et où il est donc possible de dresser des psychogrammes de chacun d'entre nous. Et c'est un pas précisément dans cette direction, c'est-à-dire que la possibilité de s'en sortir grâce à l'anonymat est ainsi empêchée. Donc cela n'a rien à voir avec l'ouverture et l'honnêteté, mais simplement avec l'élimination de toute forme de critique. Wolf, peu importe l'angle, Jeffrey Epstein était un remarquable créateur de réseaux. Des célébrités majeures de la noblesse, de l'économie, de la politique, de la musique et du monde scientifique. Pour moi, tout cela reste surtout des ragots, des potins et un peu de voyeurisme. Il y a des noms et des allusions, mais hormis un Andrew de moindre importance, il est peu probable que quiconque soit condamné. Selon vous, le but de cette publication au compte-gouttes? Eh bien, il faut voir qui fait cette publication. C'est le ministère américain de la Justice qui s'en charge, et là, le népotisme de M. Trump a pratiquement atteint son apogée. Il faut savoir que la ministre de la Justice des États-Unis est Pam Bondi, une femme. Elle était procureure générale en Floride, puis elle a représenté Donald Trump en tant qu'avocate en 2020. Elle a ensuite travaillé pour une ONG qui a soutenu l'élection de Donald Trump. Elle est donc devenue lobbyiste pour lui et aujourd'hui elle est ministre de la Justice. Et cette femme fait en sorte qu'il y ait énormément d'agitation, mais que M. Trump soit écarté de toute cette agitation, qu'il soit mis à l'écart dans toute cette affaire. Mais je pense qu'il y a d'autres personnes qui ont plus de pouvoir en coulisses que Mme Bondi, et je crois que M. Trump sait très bien qu'il y a aussi beaucoup de preuves contre lui en coulisses. Et c'est pourquoi il doit naturellement se plier à l'agenda des personnes qui le contrôlent réellement. Et ce sont les grands du Silicon Valley et les grands de Wall Street. Donc il s'agit de BlackRock et compagnie. Et de l'autre côté, des Magnificent Seven, il doit leur obéir à 100%. Je veux dire, vous venez de mentionner le FBI et le ministère de la Justice. Je trouve ça complètement fou. Les données sont stockées au FBI depuis 10 ans. Elles viennent seulement d'être rendues publiques. Et le FBI n'a rien fait ces dernières années pour nous expliquer tous ces liens. Ce sont actuellement des YouTubers ou d'autres journalistes d'investigation qui s'en chargent. Je me demande toujours, est-ce qu'ils n'ont pas le temps, est-ce qu'ils n'en ont pas envie, ou est-ce qu'ils veulent juste semer un maximum de confusion dehors? Je crois qu'ils veulent vraiment semer la confusion maximale, et ils y arrivent effectivement. Les gens sont vraiment perdus. Tout le monde fixe ça, attendant qu'il y ait de nouvelles révélations. Mais personne ne se demande quel est l'agenda en arrière-plan. Toute l'agenda a deux objectifs. D'une part, détourner l'attention du fait que nous vivons actuellement l'un des plus grands bouleversements de l'histoire de l'humanité, à cause du développement de l'IA. Le fait que nous sommes sur le point de vivre la plus grande esclavage de tous les temps, cela doit être détourné. Et en même temps,
Il faut bien sûr que tous les politiciens potentiellement dissidents soient remis au pas. Et on peut être sûr qu'il y a beaucoup de politiciens dans le monde qui tremblent en ce moment à l'idée que certaines choses à leur sujet soient rendues publiques, des choses qu'ils ne veulent pas que le public connaisse. Donc cela a deux objectifs. Tout cela vise à vraiment remettre les politiciens dans le droit chemin. Et d'un autre côté, à faire peur aux gens et à les plonger dans la terreur, pour qu'ils regardent dans la mauvaise direction et qu'ils ne reconnaissent pas les véritables responsables de leur misère. J'ai effectivement lu cette thèse assez souvent. Aujourd'hui, des documents caviardés, demain des noms très concrets. À tous les politiciens, nous brandissons un carton jaune pour qu'ils participent vraiment et n'osent pas se rebeller. Oui, c'est exactement ça. Maintenant, vous venez justement d'esquisser un peu la situation. Quel est donc le plan derrière tout ça? J'ai lu à plusieurs reprises le terme transhumanisme, que vous avez aussi laissé entendre à plusieurs reprises. D'autres disent oui, le grand Israël doit être promu, ou alors il s'agit simplement de rendre les élites maximales vulnérables au chantage, juste pour symboliser quelque chose. Et nous avons énormément d'informations sur vous. Veuillez mettre en œuvre notre agenda aussi vite que possible. Oui, exactement. Donc, ce sont tous des aspects individuels, mais la grande image en arrière-plan, ce sont les conséquences de l'IA. Nous sommes donc confrontés à la plus grande rupture du marché du travail international que l'histoire de l'industrie ait jamais connue. L'IA progresse à une vitesse incroyable, si bien que des millions, voire des centaines de millions d'emplois vont disparaître dans le monde entier. Et dans ce contexte, toutes les structures sociales dans lesquelles nous avons vécu jusqu'à présent ne fonctionnent plus. Il faut donc mettre en place de nouvelles structures sociales. Et à quoi elles ressembleront, nous le savons désormais. Il suffit de regarder ce que dit M. Elon Musk. Nous devrions tous être transférés dans une sorte de techno-féodalisme. Le modèle, ce sont donc les monarchies du passé. Sauf que dans cette nouvelle monarchie, il n'y aura plus de monarque, mais l'intelligence artificielle qui régnera. Cette intelligence artificielle sera représentée par les PDG des grandes entreprises. Le pire développement actuel concerne le Groenland, dont le plan a apparemment été découvert. Entre-temps, le plan consiste à installer tous les centres de données dans l'espace afin qu'ils échappent totalement au contrôle des humains. C'est évidemment de la pure folie car alors plus personne ne pourra s'y opposer. Là, vraiment, tout le monde devrait en avoir les cheveux qui se dressent sur la tête. Rien qu'à cette idée, si cela devait vraiment arriver, ce serait véritablement la fin de l'humanité telle que nous la connaissons. J'ai lu la semaine dernière qu'aux États-Unis, il y a 20 licenciements pour chaque nouvelle embauche. Eh bien, c'est incroyable, c'est pareil chez nous. Ces chiffres sont parfois encore falsifiés ou dissimulés, mais c'est une avalanche qui nous attend. Et nous allons maintenant, dans les prochains mois, voir arriver les robots humanoïdes. Au début, cela va peut-être même déclencher une petite vague d'enthousiasme chez les jeunes, qui iront alors dans certains cafés pour être servis par des robots humanoïdes. Mais ils vont aussi vite se rendre compte qu'il n'y aura plus de travail pour eux non plus. Actuellement, en Allemagne, ce sont principalement les emplois d'entrée de gamme qui sont concernés, c'est-à-dire ceux qui se trouvent au bas de l'échelle sociale. Donc, ceux qui travaillaient jusqu'à présent comme magasiniers ou agents d'entretien, par exemple, ne trouveront plus de travail dans un avenir proche, et les personnes qui cherchent actuellement un emploi n'en trouveront pas non plus. Cela va fortement alimenter la criminalité des bandes, surtout chez les jeunes. Cela va rendre la situation très désagréable dans nos grandes villes. Nous allons donc connaître des conséquences incroyables de ces avancées dans l'IA, dont le citoyen moyen n'a actuellement aucune idée. J'ai récemment parlé avec un professeur d'IA. Personnellement, je trouve les robots humanoïdes, surtout dans le domaine des soins, formidables. Je préfère discuter avec un robot humanoïde plutôt qu'avec un professionnel surmené qui ne parle peut-être même pas allemand et qui vous traite peut-être de haut simplement parce qu'il est tellement surmené. Je pense que cela pourrait aussi avoir un effet positif dans certains domaines de la vie. Non, je ne le pense pas, car l'homme finira par parler aux machines plutôt qu'aux autres. La solitude sera alors portée à un niveau très élevé et le contact humain normal disparaîtra en grande partie. Et je dois dire, donc j'ai maintenant 75 ans et je commence lentement à ressentir ce qui se passe dans le corps en vieillissant. Mais en tout cas, je ne voudrais jamais, au grand jamais, me retrouver face à un robot humanoïde. Je préfère me disputer avec une infirmière plutôt que d'affronter un robot humanoïde qui réalise et anticipe tous mes souhaits. Je l'ai mentionné, j'ai récemment perdu une personne de référence très importante en maison de retraite. J'ai alors compris comment cela peut se passer en maison de retraite.
En tant qu'adulte, j'aurais parfois préféré avoir un robot humanoïde à certains endroits plutôt qu'une aide-soignante super désagréable. C'est une évolution très triste dans notre société, car ces maisons de retraite sont aussi des centres de profit et la plupart des personnes âgées ne peuvent pas s'y défendre. J'ai un ami de 95 ans qui vit dans une maison de retraite comme ça, même en Suisse, donc une maison très luxueuse, du moins en apparence très luxueuse, mais il y vit dans des conditions indescriptibles et il est exploité et dépouillé. Je dois dire que cela montre dans quelle direction notre société a évolué et à quel point elle a perdu le respect des valeurs humaines. Je suis entièrement d'accord avec vous. Je trouve que c'est vraiment un comportement indigne de traiter ainsi des personnes qui ont réellement construit ce pays. Et à la fin, on est encore dépouillé comme une oie, et quand il n'y a plus rien à prendre, on est abattu comme une vache. Vous venez de mentionner notre collègue Elon Musk. Elon Musk est aujourd'hui plus riche que 21 pays réunis et il sera le prochain billionnaire. Donc 1 billion, la plupart des gens n'arrivent même pas à se l'imaginer. Je dois aussi d'abord m'asseoir et faire le calcul. Donc 1 milliard, c'est 1000 millions. 1 billion, c'est 1000. Non, 1 billion, c'est 1 million de millions. Donc c'est un chiffre incroyable. Je me suis toujours demandé qu'est-ce qu'un chiffre pareil fait dans la tête d'une personne. C'est presque agir comme un dieu, oui, alors que le reste de l'humanité devient en quelque sorte une simple unité statistique. À votre avis, pourquoi l'image qu'une personne a de l'humanité change-t-elle quand elle détient autant d'argent et de pouvoir? Je pense que cela conduit à la mégalomanie comme nous le voyons. En tout cas, c'est le cas de M. Musk, et cela mène à de tels fantasmes de toute puissance. Et cela fait bien sûr aussi que l'on est constamment flatté par tous ceux qui nous entourent et qu'on n'a probablement plus vraiment accès à la vérité. Et cela conduit aussi à une isolation intérieure qui est vraiment très dangereuse. Je me souviens qu'il y a de très nombreuses années, certains musiciens sont soudainement devenus extrêmement célèbres. Je sais que Paul McCartney en faisait partie à l'époque, et j'ai vu une fois une interview très révélatrice avec Paul McCartney où il disait que ce n'est pas si merveilleux que ça d'avoir autant d'argent, parce qu'on se rend compte avec chaque personne qui vous aborde qu'en réalité elle veut seulement quelque chose de vous et qu'elle essaie simplement de se montrer bienveillante envers vous. Donc on n'a soudainement plus rien à voir avec la réalité. Il faut alors endosser une autre identité pour mener une vie normale. George Harrison, l'un des Beatles, était à la fin de sa vie l'un des musiciens les plus célèbres et riches de son époque. À la fin de sa vie, à la question de savoir ce qu'il aimerait être dans sa prochaine vie, il a répondu « J'aimerais être une personne obscure à Londres ». Et pour revenir encore une fois aux Epstein Files, Bill Gates dit littéralement comment se débarrasser des pauvres. C'est un message adressé à Epstein. En d'autres termes, comment allons-nous éliminer ces pauvres dehors? C'est ce que vous venez de dire. Une pensée brutale qui réduit les humains à de simples variables techniques. Cela reflète la vision du monde de cette personne. En fait, ces personnes n'acceptent plus que l'être humain soit fondamentalement un être biologique qui connaît aussi des limites biologiques. Ils voient l'être humain, étant eux-mêmes des nerds, uniquement comme un matériel doté d'un système d'exploitation. En voyant l'humain seulement comme un matériel et un système d'exploitation, j'arrive à de telles idées. C'est tout simplement un tel écart par rapport à ce qui s'est développé au fil des millénaires et des centaines de milliers d'années. Des psychopathes très malades détiennent aujourd'hui le pouvoir, au point qu'on peut dire que nous vivons l'époque la plus malade de l'histoire. Et l'une des personnalités les plus malades, Peter Thiel, a récemment déclaré dans l'une de ses rares interviews que Greta Thunberg était l'antéchrist de notre époque. On peut penser ce qu'on veut de cette personne. À mes yeux, cet autiste a fait plus pour les mouvements climatiques et Gaza que les derniers, que les politiciens des 50 à 100 dernières années réunis. Et pour le système, surtout pour un type obsédé par le pouvoir comme Peter Thiel, une Greta Thunberg est une erreur du système. Parce qu'elle a réussi, avec des moyens très très simples, à rallier des millions de personnes derrière elle pour sa mission, sans la permission des soi-disant élites. Pouvez-vous comprendre pourquoi il a choisi le terme d'antéchrist? N'est-ce pas au fond que ces quelques élites, ils sont quelques milliers, pas plus, ont très peur que des personnes comme Greta Thunberg puissent mobiliser des millions de personnes dans la rue? Greta Thunberg n'est pas vraiment la jeune fille innocente qu'on décrit souvent. Donc, elle a aussi eu de très grandes forces derrière elle. Elle a été poussée par sa mère. Elle avait un milliardaire en coulisses qui l'a rendue célèbre. Même Donald Trump l'a rencontrée, Angela Merkel l'a rencontrée, donc elle faisait aussi partie du grand jeu. Mais mon opinion sur Greta Thunberg est complètement différente. Je considère Greta Thunberg comme une enfant exploitée.
Greta Thunberg avait 15 à 16 ans lorsqu'elle est devenue mondialement célèbre. Elle a été poussée en coulisses par des forces qu'elle ne comprenait pas pour dire des choses qu'elle n'aurait pas pu dire à son âge. Donc pour moi, c'est exactement comme les abus sur mineurs à très haut niveau qui ont été révélés récemment dans le cadre de l'affaire Epstein, et que Peter Thiel s'emporte à propos d'une telle personne. Cela montre quel genre d'homme, ou plutôt d'inhumain, est Peter Thiel. Donc, les valeurs morales et éthiques de Monsieur Peter Thiel, celles-ci n'ont absolument plus rien à voir avec celles que je défends, en tout cas. Je ne faisais pas référence à Greta Thiel comme personnalité, mais au mouvement de masse. Au fond, les élites redoutent surtout que les masses descendent dans la rue. Ils n'ont même pas eu si peur de ça. En fait, Greta Thunberg était même un outil formidable pour les forces en coulisses, parce que Greta Thunberg a énormément fait avancer tout ce débat sur le changement climatique. À l'époque, BlackRock et d'autres ont investi dans des fonds climatiques et en ont tiré beaucoup de profit. Al Gore, l'ancien vice-président des États-Unis, est devenu milliardaire grâce à l'agenda climatique. Beaucoup ont gagné énormément d'argent, mais l'agenda climatique a été abandonné. Parce que maintenant, du fait que tous ces centres de données sont nécessaires partout, nous avons donc besoin d'énergie en abondance. Et là, on ne peut plus se soucier du climat. Tout cela a aussi été orchestré comme tout ce qui s'est passé dans le monde ces 100 dernières années. Nul n'atteint la renommée mondiale sans l'accord des élites en coulisses. Mais on est aussi surinformé avec toutes ces pseudo-informations, justement pour qu'au final, on ne s'unisse pas, qu'on ne mobilise pas nos forces et qu'on ne se rebelle pas contre ces quelques milliers de personnes et qu'on ne descende pas dans la rue par millions. Eh bien, en fait, on est vraiment tiraillé dans tous les sens. On nous balance une fois une certaine agenda au visage, puis ensuite l'agenda opposé, et personne ne se soucie du fait qu'en ce moment, l'idéologie officielle est exactement le contraire de l'idéologie précédente. Mais de cette manière, on peut merveilleusement bien embrouiller les gens, et des gens embrouillés sont faciles à manipuler. Et c'est exactement le but recherché. Qu'est-ce qui vous donne encore de l'espoir aujourd'hui, Monsieur Wolf? Oui, ce qui me donne de l'espoir, c'est que ce monde deviendra bientôt insupportable pour la plupart des gens. Donc si cette vague de chômage se produit réellement, et elle commence justement en ce moment, alors un nombre incroyable de personnes se retrouveront dans la rue. On répondra alors avec le revenu de base universel, on lui donnera probablement un autre joli nom. On dit maintenant qu'il pourrait être question d'introduire le revenu de base le plus élevé possible, mais tout cela ne fonctionnera pas. Parce que l'argent n'a pas fonctionné ainsi, donc nous sommes aussi à la fin de l'économie monétaire. L'économie monétaire ne fonctionnera plus durablement. Il est possible que nous ne vivions pas l'abolition de l'économie monétaire de notre vivant, mais nous vivrons la première phase de ce grand bouleversement. Durant cette période, d'incroyables troubles surviendront. En période de troubles, l'homme a toujours trouvé une issue d'une façon ou d'une autre, et j'espère qu'il en trouvera une même aujourd'hui, parce que la créativité sera sans aucun doute stimulée et attisée par toutes ces situations d'urgence. Que peut faire chaque spectateur aujourd'hui, Monsieur Wolf, pour éviter le cynisme et rester capable d'agir?